Bonjour Pierre Moscovici. Bonjour. Vous êtes commissaire européen aux affaires économiques et financières. Vous avez été ministre de l'économie de la première partie du quinquennat de François Hollande, dont vous y aviez été d'ailleurs son directeur de campagne pendant la présidentielle. Et aujourd'hui, vous publiez dans ce clair-obscur surgissent les monstres, les choses que vous avez vues au cœur du pouvoir. C'est publié chez Plomb, d'après une citation de Gramsci. Vous dites en quelque sorte, on est entre deux mondes, un monde qui n'est pas complètement mort, un autre qui n'est pas né. Et de tout cela peut naître finalement des monstres qui seraient le fascisme, l'antisémitisme, et finalement le terrorisme, un grand nombre de menaces. Oui, si vous regardez la planète, vous voyez que la période politique récente a été incroyable. C'est ici Trump, c'est là le Brexit, c'est ailleurs M. Orban, c'est M. Kaczynski. En France, ça a pris une forme, si j'ose dire, civilisée, c'est-à-dire un jeune président pro-européen, Emmanuel Macron. Ça peut être un nouvel espoir français, ça peut être aussi à la fin le retour du nationalisme. Et je pense qu'il faut arriver à trouver sa voie pour un bon gouvernement, un sain gouvernement, et que nous sortions du clair-obscur dans lequel nous sommes encore, un vieux monde qui est mort, un nouveau qui naît, mais qui est encore à construire, en trouvant une forme de lumière. Oui. Et c'est un peu ce que j'essaie de faire en faisant le bilan ou l'inventaire de ce qui s'est passé, parce que quand même, pour la gauche, passer de 30% à 6% en 5 ans, de tous les pouvoirs à rien. C'est zéro de la gauche. Vous dites on doit tout reprendre à zéro. C'est clair, il y a eu une forme d'accident industriel et on ne peut pas regarder ça en pensant que rien ne s'est passé. Ce serait absurde. Et il faut voir précisément quels ont été les mécanismes qui ont créé cette faillite, sans pour autant tomber dans l'autodénigrement, parce qu'il y a eu beaucoup de choses de faites de bonnes sous François Hollande. Le bilan est, je pense, un bilan honorable. Vous dites d'ailleurs que Macron en profite, d'ailleurs, vous dites. Oui, hein. ce président a été un président qui a su représenter la France à l'étranger. Ça a été un président qui a su aussi incarner le pays face au terrorisme. Les résultats économiques ont commencé à être engrangés, mais en même temps, si j'ose dire, il n'y a pas eu un récit ni une gouvernance qui ont été suffisantes ou convaincantes. Les Français n'ont pas bien vu ce qui se passait, là où on les emmenait, et puis ils ont vu un désordre politique constant, avec un gouvernement qui n'était pas cohérent et uni, avec des frondeurs, avec une parole présidentielle qui, je crois, n'a pas imprimé le récit de sa propre action. Alors, quand vous parliez des frondeurs, vous citez des épisodes avec Arnaud Montebourg, en particulier, qui sont incroyables. Il vient dans votre bureau, il se met les pieds sur la table, il vous dit, alors, dans quel camp tu es, sinon tu n'auras qu'un strapontin, etc. Il dit, c'est catastrophique ce que fait Hollande, alors qu'il en est son ministre. Oui, et ça, si vous voulez, je pense que ça n'arriverait pas aujourd'hui. Si vous avez un ministre qui se répand en ville en disant le président est nul, le Premier ministre est minable, il faut remplacer tout ça, ils ne se représenteront pas, et on va mettre Manuel Valls Premier ministre pour ensuite le battre parce qu'il est de droite, tout s'est passé comme il avait prévu. Sauf que ce n'est pas lui qui a été le candidat à la fin. Mais je le regardais et je me disais, mais comment le président de la République peut-il supporter qu'il y ait une telle cacophonie? Moi-même, à Bercy, j'ai eu à souffrir d'une cohabitation, que d'ailleurs je ne reproche pas à Arnaud Montebourg. Simplement, quand vous avez deux lignes, deux incarnations, qu'on ne tranche pas, ou plutôt si vous dites vous-même, d'ailleurs, vous vous reprochez d'avoir manqué de fermeté. On tranche dans les faits. La ligne était la mienne, c'était une ligne pro-européenne, pro-entreprise, mais le discours, lui, n'était pas interdit. Et c'est vrai qu'avec le recul, je me dis que j'ai été un peu trop loyaliste, que j'aurais dû faire des coups de gueule, peut-être des coups politiques, que je suis resté un peu droit dans mes bottes, comme le haut fonctionnaire ou l'homme d'intérêt général que je suis à l'origine. Et j'ai beaucoup appris. Je ne dirais pas qu'aujourd'hui je suis plus retors, mais en tout cas, je suis plus cash. Alors et je me laisse pas faire. Alors, vous aviez un ministre qui était le ministre du Budget, Jérôme Cahuzac, vous aviez la tutelle sur lui, qui, à un moment donné, a été accusé d'avoir un compte en Suisse, qui a menti devant la représentation nationale. Est-ce que vous l'avez couvert, finalement, d'une façon ou d'une autre, Jérôme Cahuzac, dont le procès, d'ailleurs, a lieu, là? C'est une absurdité. Il y a eu une commission d'enquête qui a établi que l'administration et le gouvernement avaient fait ce qui convenait. Il y a eu des dizaines et des dizaines d'explications. On ne va pas rouvrir ce procès ici. Je veux le dire très clairement, cette affaire m'a fait mal. Et j'ai été non pas le complice, mais comme tout le monde, la victime du mensonge de Jérôme Cahuzac, la victime politique. Et j'en suis sorti armé d'une résolution plus forte que jamais pour lutter contre la fraude et l'évasion fiscale et pour faire la transparence. Je vais vous prendre un exemple. Aujourd'hui, avec la Suisse, mais aussi avec Andorre, Liechtenstein, Saint-Marin, Monaco, il y a ce qu'on appelle des échanges, des accords d'échange automatique d'informations sur les comptes bancaires. Il n'y a plus de secret bancaire.
Je ne dis pas que c'est à cause de l'affaire Cahuzac, mais ce qui est sûr, c'est qu'avec ces nouvelles dispositions, l'affaire Cahuzac ne serait plus possible. Alors, vous avez les accusations de Fabrice Arfi, de Mediapart, là, qui vient de dire contre vous, où il dit que vous aviez en quelque sorte mené une enquête parallèle et secrète par rapport à la quête de la procureure, qui était soumise au pouvoir administratif. Tout ça est examiné. Mais que vous auriez finalement posé des mauvaises questions aux autorités suisses pour obtenir finalement de dire que Jérôme Cahuzac n'avait pas de compte en Suisse. Tout ça n'a aucun sens. Le procès Cahuzac, il a lieu devant la justice. La commission d'enquête, elle a eu lieu il y a maintenant près de 5 ans. Et donc arrêtons avec ça. Une assertion répétée ne fait pas une vérité, elle nourrit une calomnie. Oui, c'est-à-dire que vous n'avez pas mené d'enquête parallèle et secrète, vous n'avez pas cherché à saboter l'enquête. Rien de tout ça n'est exact, et je ne vais pas repartir dans ce qui a été, pour moi, comme pour les Français, un cauchemar. Oui. J'ai tourné cette page largement, je le répète, j'ai été une victime et pas un complice. Oui, au-delà de cela, aujourd'hui, vous êtes commissaire européen aux affaires financières, la croissance est réelle en Europe. Vous avez le sentiment que cette croissance, finalement, est utile, finalement, à la réduction des inégalités, par exemple? Vous qui prônez, finalement, une rénovation de la social-démocratie? C'est un des grands défis, ça fait partie des nouveaux monstres qui peuvent émerger. La montée abyssale des inégalités qui crée aussi une frustration, une impatience, une colère parfois qui peut déboucher sur le populisme et sur le nationalisme. C'est une bonne nouvelle que la croissance soit là. Elle est là en Europe, elle est là en France, elle permet de créer des centaines de milliers d'emplois, elle permet de réduire encore lentement le chômage, mais il faut que cette croissance soit, comme on dit, inclusive, c'est-à-dire qu'elle soit ouverte à tous et qu'elle s'accompagne, en effet, d'une politique ambitieuse de réduction des inégalités. Et pour la gauche à venir, car il y aura une gauche. Il y aura une gauche en Europe. Emmanuel Macron, c'est bien la gauche. Il y aura une gauche en Europe et il y aura une gauche en France. Écoutez, Emmanuel Macron a fait une campagne en disant qu'il n'était ni de droite ni de gauche. Où est de droite et de gauche? Il vient de la gauche. Mais observons quand même que ce n'est pas le cas de tous ces ministres et que la politique suivie, pour le moment, ça pourra peut-être changer, semble à certains égards pencher au centre droit. Je suis persuadé, moi, qu'il y aura besoin d'un rééquilibrage de la démocratie française. Oui. Il y aura toujours la gauche et la droite. Il y aura toujours la gauche et la droite, et il y aura toujours des pro-européens, de gauche comme de droite. Moi, je suis un pro-européen. Je suis d'accord avec Emmanuel Macron sur tout, en réalité, sur l'Europe. Nous faisons les mêmes propositions et depuis très longtemps. Je soutiens sa volonté de relancer l'Union européenne. Mais je suis aussi un homme, non pas de droite et de gauche, ou ni de droite ni de gauche, je suis un homme de gauche. Oui. Et je pense qu'on a besoin d'une force pro-européenne de gauche en France. Et je pense que le seul avenir possible pour ce qui s'appelle aujourd'hui le Parti socialiste, ce qui est la social-démocratie, c'est bien ça. C'est être totalement pro-européen et totalement de gauche. Mon conseil aux socialistes, c'est de ne pas laisser l'Europe à la droite et au centre, et de ne pas laisser la gauche aux nationalistes, mais de rester ce que doit être une force social-démocrate en Europe, un parti de gauche pro-européen. Et je pense que la France, et le président de la République lui-même d'ailleurs, ont besoin d'une telle force pour l'équilibre, la respiration démocratique du pays. C'est pour ça que vous serez candidat aux élections européennes, Pierre Moscovici? Pour moi, je suis candidat à une seule chose, faire mon boulot et réussir. Je dois aider la Grèce à sortir de son programme à l'été, je dois continuer à lutter contre la fraude et l'évasion fiscale, je dois nourrir la croissance sans austérité, et je pense que les Français et les Européens détestent les gens qui pensent à leur prochain boulot. Oui, mais vous pourriez diriger la Commission européenne, par exemple. On verra plus tard. Je ne compte pas prendre ma retraite après 2019, mais aujourd'hui, je ne fais aucun acte de candidature, je n'exclus rien. Je serai un acteur. Par exemple, ministre des Finances pour l'Europe, ça serait utile. Mais tout ça est utile, mais moi, ce qui compte pour moi, c'est qu'il y ait un ministre des Finances de la zone euro. Je pense que c'est vital pour que la zone euro ait un fonctionnement plus démocratique. Qui ce sera? C'est second. C'est pas le moment. Aujourd'hui, il faut réussir dans le travail qui est entrepris. Il faut réformer la zone euro. Je compte beaucoup sur la coalition allemande, sur le président Macron et sur la Commission européenne pour pousser ça en juin 2018. Ce jour-là, je serai heureux et fier d'y avoir contribué. Et puis, le moment venu, dans les temps démocratiques, je me poserai la question de ce que je ferai après. Oui. Pour le moment, c'est pas le temps de l'après, c'est pas le temps des candidatures, c'est le temps du travail pour réussir. Mais vous pensez qu'on a besoin d'un parti socialiste encore? C'est vital. Je pense que si, dans un pays comme le nôtre, on a uniquement un grand centre, avec de la droite et de la gauche, et puis des forces qui, sur les côtés, sont des forces anti-européennes, l'alternance arrive un jour, et cette alternance, à ce moment-là, elle se fait avec le choix de forces anti-européennes. C'est pas ce que je veux. Et c'est pour ça qu'en effet, on a besoin d'un parti social-démocrate qui soit un parti de gouvernement, réformiste,
européen qui puisse être une force de coalition et qui est aussi un espoir pour les Français. Oui, vous avez raison. Aujourd'hui, la gauche est à son année zéro, mais elle a l'obligation, le devoir historique de se refonder. Et il faut que ceux qui sont aujourd'hui socialistes, mais ceux qui sont aussi aujourd'hui des progressistes... Qui croient finalement à la réduction des inégalités sociales. Qui croient à la réduction des inégalités sociales. Et aussi à maintenir la dette et les déficits. Qui croient à l'écologie, qui croient à la démocratie. Oui. Et moi, qui croient aussi qu'il faut maintenir les équilibres budgétaires. Et qui croient aussi qu'il faut réduire la dette, parce que la dette appauvrit et interdit de financer les services publics. Je pense que ceux-là ont un avenir. Mais pour ça, il faut qu'ils soient extrêmement consistants. Il ne faut pas tomber dans les petits jeux d'appareil. C'est pour ça que quand vous me demandez les candidatures, je ne vais pas répondre à ça. Parce qu'aujourd'hui, ce qui compte, c'est le débat d'idées, c'est le débat européen, c'est l'action. Et dans ce que je fais, moi, je me sens un parfait social-démocrate. J'ai choisi de lutter contre la sortie de la Grèce de la zone euro. C'est le bon côté de l'histoire. J'ai choisi de lutter contre la fraude et l'évasion fiscale. C'est le bon côté de l'histoire. Oui, même j'ai si choisi... la moitié des pays sur liste noire ont été supprimés de cette liste noire. Des pays paradis fiscaux. Ce sont les ministres des Finances qui l'ont décidé. Je pense qu'il faut crédibiliser ce processus. Et je fais 2 propositions. La première, c'est que les ministres des Finances, puisque c'est eux qui sont les destinataires, rendent publics tous les engagements pris par les 55 pays de ce qu'on appelle la liste grise. Que vous, les journalistes, que les ONG, que les parlements, que les citoyens puissent le savoir et en rendre compte. Et puis, je demande aussi que des sanctions soient définies contre les paradis fiscaux, contre les pays qui sont sur la liste noire. On ne peut pas, par exemple, faire transiter des fonds publics par le système financier d'un pays qui est un paradis fiscal. Et donc, je pense que, vous savez, c'est toujours l'histoire du verre à moitié plein, à moitié vide. Cette liste n'est pas parfaite, je le sais. Ce n'est pas la liste de la Commission, c'est celle des États membres. Et je pense que le modèle intergouvernemental a ses limites. Mais elle a un grand mérite, c'est d'exister. C'est la première fois dans l'histoire de l'Union européenne, la première, et je suis fier d'avoir pris cette initiative, qu'on a une liste noire. Avant, il y avait des listes noires nationales totalement hétérogènes. Maintenant, il y a au moins une démarche sérieuse. Elle se réduise trop non plus, cette liste noire, oui. Et c'est pour ça qu'il faut de la crédibilité. La crédibilité, c'est que les pays dits de la liste grise, ceux qui ont pris des engagements, ne soient pas laissés tranquilles, et qu'un pays qui, par exemple, tenez, j'étais à Davos, j'ai rencontré le président du Panama. Ils ont un régime sur les machines à sous qui n'est pas conforme aux règles internationales. Ils s'engagent à le réduire ou à l'annuler. Si ça n'est pas fait dans l'année, alors il faudra repasser sur la liste noire. Donc, si vous voulez, c'est un processus. Il faut maintenir la pression. Et là-dessus, tout ce que fait la société civile, tout ce que font les médias, le travail du consortium international des journalistes, c'est extrêmement précieux pour les décideurs publics. Et pour ce qui me concerne, c'est pour ça qu'encore une fois, les candidatures, on verra plus tard, jusqu'au dernier jour de mon mandat, je serai acharné à ça. Je ferai en sorte de ne pas laisser tranquilles les paradis fiscaux. Et j'ajoute, je ferai aussi une proposition fin mars pour que les géants du net payent enfin leurs impôts là où ils créent de la valeur et des profits, qu'il y ait une taxation juste et équitable. Parce que alors jusqu'ici, ça a été... C'est terrible, ça. Il faut quand même comprendre une chose sur l'Europe, c'est que tout le monde regarde la Commission en disant la Commission européenne, l'Europe c'est vous. Non. L'Europe, c'est la France, l'Allemagne, la Slovénie, l'Espagne. Et en matière fiscale, il y a une règle qui est terrible, mais qu'il faut être capable de domestiquer. C'est la règle de l'unanimité. C'est-à-dire que pour prendre une décision, il faut que tout le monde soit d'accord. Et donc, ça va être la responsabilité des ministres des Finances et des chefs d'État et de gouvernement que de décider de cette taxation du net. Il y a une volonté politique, elle est là. Je souhaite qu'elle s'exerce jusqu'au bout. En tout cas, pour ce qui me concerne, je présenterai fin mars une proposition qui sera à la fois ambitieuse et, je l'espère, capable de créer un consensus. Et une fois que tout cela aura été fait, je pourrais me dire que pendant ces 5 années à la Commission, j'aurais bien travaillé pour l'Europe et puis envisager ce que sera ma prochaine vie. Il y en aura une. Je ne sais pas laquelle. Mais toujours dans l'ambition de l'action politique. Vous savez, ça, vous dites... l'ambition politique, ça ne me quittera jamais. Je compte m'impliquer à ma façon dans l'effort de rassemblement. C'est ce que vous écrivez dans le livre. Hein. Oui, c'est-à-dire que maintenant j'ai une vie publique qui est longue. Je ne me rajeunis pas, mais je reste encore, je crois, assez ardent et actif. Et cette vie politique, quand je me retourne sur elle, c'est un peu ce que ce livre fait, je m'aperçois qu'elle est faite de 3 cohérences. La cohérence nationale, je suis attaché à mon pays, la France, passionnément. La cohérence européenne, j'ai toujours voulu que les Français aiment plus l'Europe qu'aujourd'hui et que la France pèse en Europe. Et puis la gauche, qui reste dans mon ADN. Je suis né comme ça, je mourrai comme ça. Eh bien, ce que je ferai dans l'avenir, je ne sais pas ce que c'est, mais je sais que ce sera pour mon pays, pour l'Europe et pour la gauche ou par la gauche. Merci beaucoup, Pierre Moscovici, d'avoir été notre invité dans ce Clair Obscur sur Gilles Clémence, publié chez Plomb. Merci. Merci.